Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc, je vais prendre, avant de le lancer, quelques minutes pour présenter nos missions. Donc, nous avons trois missions: informer, accompagner et défendre les droits des femmes touchées par tout type de cancer. J'insiste sur tout type de cancer parce qu'on nous associe encore beaucoup au cancer du sein, mais on traite de tous les cancers qui peuvent toucher la femme. Donc nous vous informons via le Rose Magazine que vous pouvez retrouver dans les services de vos hôpitaux, mais également directement chez vous si vous êtes adhérente de l'association. Tous les contenus du magazine, vous pouvez les retrouver sur notre site internet rose-up.fr. Vous y trouvez également des contenus exclusifs. Le site est mis à jour très très régulièrement, donc n'hésitez pas à vous y référer. On a différents types de contenus, on a des podcasts, on a maintenant aussi des vidéos, donc vous avez le choix du support sur lequel vous voulez avoir vos informations. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. On vous accompagne via nos maisons Rose Up. Donc, nous en avons deux physiques, une à Paris et une à Bordeaux. Et pour toutes celles qui n'ont pas la chance d'habiter à côté de ces grandes villes, nous avons ma maison Rose Up. Donc, ce sont des ateliers et des webinaires à distance en ligne, comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Pour assurer ces trois missions et vous proposer des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Évidemment, nous avons besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à soutenir nos actions en adhérant à notre association. C'est 30 euros par an. Ça vous donne accès à des ateliers, des webinaires réservés à nos adhérentes. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez recevoir directement chez vous les deux numéros de Rose Magazine qui paraissent chaque année. Et puis, évidemment, vous nous permettez de continuer nos actions de plaidoyer. Voilà, c'est fini pour la présentation de l'association. Je vais peut-être me présenter. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et rédactrice en chef du site internet rose-up.fr. Aujourd'hui, j'anime un webinaire sur tous ces termes que vous rencontrez au cours de votre parcours de soins qui sont un peu compliqués, qu'on ne prend pas forcément le temps de vous expliquer en détail. Donc là, on va avoir une heure pour essayer de décrypter tous ces termes. Et pour ça, j'ai avec moi le docteur Rodriguez. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis oncologue médical et chercheur à l'Institut Curie. J'ai une formation d'oncologue médical, donc une formation générale, oncologie, mais ici à Curie depuis quelques années, je suis plus particulièrement spécialisé en cancer gynécologique pelvien et cancer de l'œil, puisque c'est l'une des spécificités de l'Institut Curie d'être spécialisé dans cette tumeur-là, entre autres. Mais je Ok, garde quand même une vision très globale, donc on pourra discuter justement des termes. très bien. Je propose qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire, c'est quoi une tumeur? Comment une cellule devient cancéreuse? En fait, le paradoxe qu'on devrait se demander pour comment ça se fait qu'elles ne deviennent pas plus souvent. Ok. Les cellules, en fait, sont donc les briques élémentaires du corps. Donc, notre corps est fait de plusieurs organes. Chaque organe est fait de différents tissus. Et ces tissus, c'est globalement un ensemble de cellules, qui c'est donc la plus petite unité. Et ces cellules, elles ont au centre un noyau où se trouve toute la formation de ce qu'elles doivent faire, et tout autour, ce qu'on appelle le cytoplasme, c'est-à-dire là où se fabrique tout pour qu'elle puisse réaliser son rôle. Et chaque cellule a son rôle. Une cellule de la peau va recouvrir justement la peau, nous protéger de l'épiderme. Des cellules vont fabriquer de la graisse, des cellules vont permettre d'absorber dans l'intestin. Chaque cellule a son rôle. Et elles ne peuvent pas vivre toute notre espérance de vie. Les cellules ne peuvent pas résister à 80 ans ou soit ou 100 ans. Elles ont une espérance de vie elles-mêmes, elles meurent régulièrement, en fait, on se renouvelle beaucoup. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait d'autres cellules qui se multiplient pour pouvoir les remplacer. Et entre autres, pour faire la version simple, entre autres, elles ont besoin de recopier tout ce qu'il y a dans ce noyau. Et Mhm. donc, elles doivent recopier ces 6 milliards de bases, 6 milliards de lettres, précisément. Puisque si jamais elles font une erreur dans une partie essentielle, par exemple, si c'était un livre de recettes de cuisine, qui est l'image que j'utilise souvent, si elles font une erreur sur le N de mélanger, que c'est écrit mélanger, on comprend la recette. Par contre, si elles font une erreur, au lieu de mettre 4 œufs, elles en mettent 40. Là, tout d'un coup, ça modifie complètement la recette, ça modifie complètement la fonction de cette cellule, et la cellule peut se mettre à proliférer et à se transformer. Et c'est là-dessus où je reviens à la remarque de tout à l'heure, c'est comment se fait-il même que les cellules ne font pas plus souvent des erreurs? Mhm. Mais donc,
Globalement, c'est ça. C'est des cellules qui ont perdu leur fonction initiale, elles font plus leur rôle habituel et qui oublient de mourir. Et elles prolifèrent. C'est en gros les trois critères. Perdre la fonction, oublier de mourir et se mettre à proliférer. Et à ce moment-là, elles font plein d'autres petites cellules comme elles. Et ça devient de plus en plus gros. Quand ça fait 1 milliard de cellules à peu près, ça Mhm. fait une tumeur, mesure 1 centimètre. D'accord. Et parfois, on parle de cellules précancéreuses, hein. C'est quoi ce stade Il peut y avoir plusieurs choses dans précancéreux. Ça peut être soit des cellules qui ont acquis en partie ces caractéristiques, hein. donc par exemple qui ont déjà changé de fonction et déjà oublié de mourir. D'accord. Des cellules qui oublient de mourir, par exemple, c'est des grains de beauté, par exemple, mais Mhm. qui ne sont pas transformés, ils ne sont pas encore capables de proliférer et de se multiplier. Une des caractéristiques importantes aussi quand on dit que c'est un pré-cancer, terme qu'on utilise souvent, c'est que tant que ça prolifère, disons à la surface, par exemple, pour la peau, ou à la surface d'un organe, ça pose pas tellement de problèmes. Il suffit de le retirer, un petit coup de bistouri, c'est retiré. Quand ça commence à traverser, à rentrer dans l'organe, et en Mhm. particulier à pouvoir aller dans les vaisseaux et là, le diffuser dans le corps entier, là, ça devient un cancer. Donc, le stade pré-cancer, disons que c'est quand ça n'a pas encore infiltré. Ça peut D'accord. être ces deux caractéristiques-là, soit qu'elle n'est pas encore complètement cancéreuse, Mhm. soit qu'elle est complètement cancéreuse, mais qu'elle n'a pas encore réussi à rentrer dans le système sanguin, dans le lymphatique pour pouvoir diffuser, D'accord. en Euh, quelque sorte. alors, il y a aussi, il y a plein de termes qu'on entend aussi. On entend carcinome, adénome, sarcome. Ça, c'est des types de tumeurs différentes. Qu'est-ce qui les différencie? Alors ça, c'est compliqué, puisqu'il y a Mhm. beaucoup de termes, beaucoup. L'adénome, par exemple, pour prendre celui-là, c'est une tumeur bénigne. Alors ça, c'est aussi un terme, je m'en en parlais la semaine dernière avec une patiente. Déjà, le terme tumeur fait extrêmement peur à tout le monde, forcément, parce qu'en français, tumeur, ça veut dire quelque chose. Et- Euh, mais pour nous, tumeur, on l'utilise très facilement, c'est toute prolifération de cellules. D'accord. Et il peut y avoir des proliférations bénignes. Un grain de beauté, c'est une tumeur bénigne. D'accord. Donc, en gros, on va distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes. Mhm. Un adénome, c'est une tumeur bénigne, en particulier venant d'une glande. Ces tumeurs bénignes qui parfois peuvent grossir, donc on va les retirer, mais c'est tumeurs bénignes. Un carcinome ou un sarcome, c'est des tumeurs malignes. J'ai pas de moyen simple pour vous de reconnaître au terme en home si c'est malin ou bénin. Il faudra demander à votre oncologue, D'accord. mais c'est des tumeurs malignes. Carcinome, c'est souvent les tumeurs malignes qui viennent du même genre de tissu que l'adénome. Le sarcome, c'est une autre classe très différente de tumeurs malignes. Dans les grandes classes de tumeurs malignes, on pourrait voir les carcinomes, les sarcomes et les autres, dont les mélanomes, par exemple, ou les gliomes ou d'autres tumeurs comme ça. D'accord. Donc, c'est un grand panel. Mais donc, la Beaucoup de termes. terminaison home ne veut pas forcément dire cancer ou tumeur maligne. Exactement. Exactement. Il y a J'ai- beaucoup de termes très compliqués. Oui. C'est pour ça. Il faut se retenir surtout tumeur, c'est pas forcément malin. C'est déjà ça un premier point qui Oui, peut rassurer en effet, oui. l'auditoire. On parle aussi de cancer solide ou de cancer liquide. C'est deux grandes catégories de cancer. C'est comment les... C'est une, c'est une vieille Ouais, classification, mais qu'on a tendance à continuer d'utiliser assez facilement. En gros, c'est les tumeurs hématologiques et les tumeurs qui ne sont pas hématologiques. Donc, les tumeurs prises en charge par des hématologues mhm. ou des oncohématologues, et donc les leucémies, par exemple, Les des cellules lymphomes. sanguines. En fait, des tumeurs qu'on détecte dans le sang, effectivement, la plupart du temps qu'on détecte dans le sang, tandis que les tumeurs solides, c'est souvent justement des boules, entre guillemets, qui se développent dans un organe. Alors, D'accord. perdre une tumeur, c'est pas la même chose. Ok. J'avais pas pensé, on n'avait pas abordé en préambule de ce webinaire les facteurs de risque du cancer, mais il y a Noémie qui pose la question des perturbateurs endocriniens et de ces autres substances cancérigènes. On a une meilleure idée maintenant de ce qui provoque les cancers parce qu'il y a une part génétique, mais finalement la part génétique, elle est relativement faible. Elle est relativement faible. En fait, on a à peu près 40% des cancers qui sont évitables. Donc à peu près un sur deux. Mhm. Évitable, c'est principalement massivement par le tabac, Oui, euh, l'alcool, qui participent fortement, ces deux critères-là. Aussi l'alimentation, et je mets dans le même panier l'alimentation et l'obésité, surpoids, la sédentarité. Mhm. L'alimentation, c'est quand même 6% des cancers à peu près.
6-7%, et à peu près 6-7% aussi pour l'obésité et la sédentarité. D'accord. Donc déjà, avec ces trois familles de facteurs de risque, on a à peu près un tiers des cancers. Et derrière viennent d'autres facteurs de risque. Donc, le quatrième principal, ça va être, enfin, quatrième fonction comment on compte, principal va être le soleil, bien sûr, pour les cancers de la peau. Et derrière, alors là, par contre, il y a d'autres facteurs de risque plus faibles, comme l'exposition aux rayons, au rayonnement, radiation ionisante, notamment les radios pour le personnel de vol, et d'autres facteurs qui commencent à émerger, qu'on commence à mieux connaître. En particulier, il y avait la pollution, dont on a parlé, la pollution atmosphérique, dont on a parlé pas mal il y a 2 ans, quand il y a eu des articles qui sont sortis là-dessus. Des questions, il y a certains pesticides, en particulier ceux qu'on a le mieux étudiés, c'est-à-dire les plus vieux. Pour les plus récents, on n'a pas encore beaucoup de recul, donc on ne sait pas. Perturbateurs endocriniens, il peut y avoir un lien aussi, il y a des questions, bien sûr. Mais ces facteurs de risque-là, finalement, on en parle beaucoup et beaucoup plus que le nombre de cancers qu'ils induisent réellement. D'accord. Et quand on parle de cancer évitable, en premier, c'est vraiment massivement tabac, Et alcool. alcool et pas obésité, et pas oublier l'obésité, la sédentarité, parce que ça, c'est un fléau qui ne fait qu'augmenter. Et on le voit bien en particulier aux États-Unis et dans d'autres pays. Très bien. Merci Noémie du coup, pour votre question. Donc on va revenir au terme de base, on va dire, concernant le cancer. Souvent, quand on a un diagnostic de cancer, on parle de ganglions, d'atteinte ganglionnaire. Alors déjà, ça sert à quoi un ganglion dans l'organisme en général? Et pourquoi on les analyse quand on fait un diagnostic de cancer? Alors, on peut peut-être aborder justement la question de Florence sur le chat, sur la question du stade. Peut-être avant, parce que le ganglion va nous être utile pour le stade. Ah, très bien. Bah, en faisant ça. Ouais, comme ça, c'est un lien direct entre les deux. La, la question du stade, c'est pas parce qu'on a envie de tout classifier, de tout catégoriser qu'on fait ça. Et c'est important parce que c'est pas anodin. c'est, c'est- Aucune de ces questions-là ne sont idiotes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. C'est sûrement pas des questions idiotes. Et les plus jeunes médecins, souvent, apprennent à la fac des réponses, apprennent des choses sans se poser les questions, justement. Donc, c'est bien aussi d'avoir les questions, de se poser les questions. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait des stades? On classe par stade. C'est important pour nous pour avoir une évaluation pronostique. Le pronostic, c'est comment va évoluer le cancer sans traitement. C'est ça Mhm. la définition. D'accord. Et pourquoi nous, oncologues, on a besoin de connaître le stade? C'est parce que justement, on va escalader le traitement ou désescalader le traitement, c'est-à-dire qu'on va intensifier le traitement ou désintensifier le traitement en fonction du risque de rechute et donc en fonction de ce stade. Donc, on D'accord. a besoin d'éléments qu'on dit pronostiques, et en particulier, le stade, c'est quelque chose qui est universel dans tous les cancers, on le développe dans tous les cancers, et après, chaque cancer a d'autres critères qu'on dit pronostiques. Et donc, typiquement, le cancer du sein, s'il y a une atteinte ganglionnaire, ça va nous pousser c'est un stade plus élevé, ça va nous pousser à intensifier les traitements. Pourquoi on regarde les ganglions? Alors, on ne regarde pas les ganglions pour tous les cancers. D'accord. On regarde les ganglions pour les cancers qu'on dit lymphophiles. C'est-à-dire, en fait, les cancers, ils se développent localement, toujours à un endroit. C'est une cellule qui se développe, dans les théories actuelles, bien sûr. Une cellule qui se développe, elle se développe, elle se développe localement. Et la plupart des cancers vont sortir de l'organe, ils vont diffuser ailleurs. Et ils ont deux grandes voies, Mhm. habituellement. Euh, une grande voie, c'est d'aller dans le sang, tout Mhm. simplement. Il rentre dans un vaisseau et après, ça circule très, très vite. Hein. En quelques secondes, on diffuse dans le corps entier. Et après, ils peuvent aller justement au contact de plein d'organes. Et quand ils trouvent un organe dans lequel ils se sentent bien, ils se développent, ça fait des métastases. L'autre voie, c'est pas le sang, c'est la lymphe. Une espèce de circulation avec des vaisseaux très fins, un liquide très clair, Mhm. par lequel diffusent habituellement des cellules immunitaires. Et ces cellules immunitaires, elles se trouvent dans un organe, elles reconnaissent les agressions, par exemple la peau, elles reconnaissent une bactérie qui s'est entrée dans la peau, elles apprennent, et ensuite elles vont par ces lymphatiques dans le ganglion, qui est en quelque sorte une sentinelle du système lymphatique, du système immunitaire, et là elles vont apprendre à d'autres globules blancs, attention, il y a un facteur de l'extérieur qui essaie de nous agresser,
préparez-vous à réagir contre cela. Et c'est pour ça que quand on se blesse, on peut avoir à côté des ganglions qui grossissent. Ça grossit parce que justement, il y a cette inflammation. Et donc, le cancer, certains cancers préfèrent aller dans la lymphe, certains cancers préfèrent aller dans le sang, certains cancers vont dans les deux. Par exemple, les carcinomes, globalement, ont tendance à bien aimer aller dans la lymphe. D'accord. Les sarcomes, habituellement, n'y vont pas. Donc, on D'accord. ne retire pas les ganglions quand on opère un sarcome. Donc, pourquoi on retire les ganglions? Pourquoi est-ce qu'on regarde les ganglions? On retire les ganglions dans deux cas. Un cas, bah, c'est si les ganglions sont gros et malades. Là, on est assez simple, hein. On retire les ganglions pour s'en débarrasser. Mhm. Ou alors, on retire des ganglions qui ont l'air normaux pour voir si à l'intérieur, il y avait déjà des cellules tumorales. Parce que s'il y avait déjà des cellules tumorales, c'est-à-dire que le stade est un peu plus élevé, donc le risque de rechute est un peu plus élevé. Et nous, ça veut dire, dans certains cancers, qu'on va déclencher une chimio, dans d'autres cancers, qu'on va rajouter des choses à la chimie. D'accord. Donc ça vous permet d'orienter votre traitement, de savoir si le cancer est sorti du tissu où il était originellement. Oui, oui, oui. Et de façon intéressante, pareil, les plus jeunes ne se rendent pas forcément compte, mais quand on retire un ganglion dans un cancer du sein, on n'a pas l'impression que les ganglions sont atteints, par exemple. On retire un ganglion pour voir s'il est atteint effectivement. Cette opération-là, pour du sein, pour du cancer digestif ou ailleurs, ne va pas améliorer l'espérance de vie de la patiente, le risque de rechute. Pas du tout, ça n'a pas de vertu thérapeutique, ça ne vertu que diagnostic pour savoir finement et pour que nous, on ne déclenche pas un traitement lourd avec des effets secondaires pour rien. Ok. Et donc du coup, on parlait des stades. Donc il y en a combien au total des stades? Ça dépend. Alors, ça dépend un petit peu, mais globalement, globalement, il y a quatre stades. Mhm. Et alors, ces stades ne sortent pas d'un chapeau. En fait, c'est très intéressant de comprendre comment on fait ces stades. Ces stades ont été faits et sont toujours faits, parce qu'ils sont mis à jour régulièrement par D'accord. une association internationale, l'UICC, qui se réunit. La plupart du temps, c'est l'UICC. Pour les cancers gynéco, il y a l'association de la FIGO aussi qui se réunit. Mais bref, c'est des associations d'experts mondiaux qui se réunissent et qui partagent leurs données à propos des patients et qui regardent un petit peu leurs patients et qui, en fait, c'est très intéressant parce qu'on aurait l'impression que on se dit, bon, on est entre nous. Quand c'est plus de 2 centimètres pour un cancer du sein, bah là, on passe d'un stade 1 à 2. Quand c'est plus de 5, ça devient stade 4 ou 3. Enfin, on décide un peu comme ça. Non, c'est pas biométrique. On regarde nos patientes, on regarde les courbes de risque de rechute D'accord. et on dit, on veut un groupe homogène qui a tant de risque de rechute, un groupe homogène donc à bon pronostic, un groupe à mauvais pronostic et des groupes intermédiaires. Et D'accord. ensuite, on se dit, au sein de ces groupes, quelles sont les particularités communes de ces patients? Donc, par exemple, pour le cancer du sein, pour les T1, ben, on se rend compte que le groupe homogène, c'est moins de 2 centimètres sans ganglion. C'est un T1. Donc, voilà comment on fait les différents groupes. Donc, habituellement, la majorité de ces cancers-là, il y a quatre stades qui vont du stade très localisé, ça n'a pas diffusé, pour un stade 1. Stade 2 et 3, c'est une diffusion locale ou régionale, c'est-à-dire dans l'organe, voire dans les ganglions. Et souvent, le stade 4, c'est quand ça diffuse, qu'on a des métastases. Mais c'est pas vrai dans tous les cancers, D'accord. Donc le stade est lié au risque de récidive, si je comprends bien. au risque de récidive. Et il y a Audrey qui nous demande, est-ce qu'on peut passer d'un stade 4 à un stade 3? Alors, nous, la plupart du temps, on définit le stade au diagnostic. Oui. Donc, quand on est stade 4 au diagnostic, on est stade 4. Si on a un traitement, on dit néoadjuvant, et on en parlera peut-être après, donc un traitement pour diminuer la taille du cancer, on va pas tellement dire qu'il est devenu stade 3. Mhm. On va continuer le traitement comme si c'était le stade 4 initial. C'est le stade initial qui nous intéresse. À Il y a réévaluer. des, et après, on évalue comment il évolue. Oui. On voit comment il évolue. Il peut y avoir un cas particulier euh, où le stade va changer et où là, ça va changer même pour le médecin aussi. Donc, ça peut être un peu la confusion pour les patients. Ça, je peux tout à fait le comprendre. C'est en particulier pour les stades 4, quand on a l'impression, par exemple, qu'il y a un ganglion dans le médiastin qui se trouve ici entre les poumons. On n'a pas biopsié, mais on a l'impression qu'il est malade. Donc, on pense que c'est un stade 4. Puis finalement, quelques semaines plus tard, on a réussi à biopsier par une endoscopie. On se rend compte qu'il n'est pas malade et ça devient un stade 3. Donc, effectivement, là, d'accord, ça peut changer. Parce qu'on a
une imprécision diagnostique initiale. Mais par contre, ça évolue pas avec le temps. Donc pareil, pour finir là-dessus, j'ai beaucoup de patientes qui me demandent au moment de la rechute, est-ce que là, j'ai changé de stade? C'est pas tellement pertinent non plus. C'est vraiment à la prise en charge initiale qu'on compte le stade. Après, le stade ne nous intéresse pas. Nous, c'est pour savoir surtout comment intensifier ou désintensifier le traitement initial. D'accord. On va peut-être justement en venir à l'examen qui permet de poser le diagnostic et tout le stade, etc. C'est la biopsie qui permet de déterminer tout ça? Alors, il y a l'évaluation diagnostique, donc il faut poser un diagnostic. Et dans l'immense majorité des cancers, à part quelques exceptions, ça passe par une biopsie. Donc, une biopsie, c'est une aiguille. Sur la plupart du temps, enfin, ça dépend des cas, ça peut être une aiguille d'un assez bon calibre, c'est suffisamment large pour qu'on puisse ensuite analyser au microscope et reconnaître les cellules. Une aiguille, même comme ça, c'est pas forcément toujours évident parce que il faut passer au bon endroit pour bien repérer le cancer. Il faut repérer aussi, voir si justement il a eu tendance à diffuser ou pas, est-ce que c'est un pré-cancer ou pas. Parfois, c'est une chirurgie. Donc, typiquement, un petit nodule qu'on va retirer. Quand je dis un nodule, c'est-à-dire une petite masse palpable. Oui. Là, c'est un terme clinique plutôt de palpation, ou quand on fait une imagerie. Nodule, ça veut dire que c'est petit, disons moins de 2-3 cm. Masse, c'est plus de 3 cm, grosso modo. Pour le lexique que vous pouvez entendre en consultation, nodule, masse. Donc, un petit nodule qui est facile à retirer, dans certains cas, on va le retirer et c'est là, à l'examen au microscope plus propre, on va pouvoir dire ce que c'était. Donc voilà, c'est biopsie ou petite chirurgie. Les polypes, typiquement, par exemple, on va retirer les polypes dans le côlon et on va regarder justement si c'était du cancer ou pas. On ne va pas biopsier un polype du côlon. Oui, d'accord, ok. Et donc, une fois que vous avez ce prélèvement, vous le regardez sous microscope, ça vous donne quelle information? Ça nous dit simplement si c'est du cancer ou pas du cancer. Ah, C'est-à-dire que à l'œil, on sait que c'est une tumeur, puisqu'on met une aiguille dedans, donc on sait que c'est une tumeur. Est-ce qu'elle est bénigne ou maligne? Puis, sur le même examen, on va pouvoir dire est-ce qu'elle a des signes d'agressivité. Donc ça va être par exemple, on va voir si elle est en train de se reproduire à toute vitesse ou si elle est plutôt lente, d'accord. indolente, c'est le terme qu'on aime bien utiliser. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on regarde les lames, quand on regarde ces tumeurs, ces biopsies, avec un médecin spécialisé dans le domaine, un anatomocytopathologiste, anapathe, vous entendrez peut-être en consultation parler de l'anapathe, ce médecin mystérieux que vous voyez jamais et qui pourtant est absolument essentiel. À vrai dire, je pense que c'est même le plus important de toute votre prise en charge parce que c'est lui qui va dire si c'est du cancer ou pas et qui va nous dire à quel point il le voit agressif. Il y a même un peu de subjectivité, hein. Quand on regarde les tumeurs, on sent qu'elle va être agressive ou pas. Et c'est lui qui va donc nous guider s'il faut faire une chirurgie très large ou si il faut faire une chimiothérapie très, très lourde. Donc, ça va nous donner l'information diagnostique, ça va nous donner l'information de l'agressivité aussi. Mais ça ne va pas nous donner le stade. La biopsie ne nous donne pas le stade. Ça va plutôt être l'examen, la palpation. Ça va être parfois des endoscopies par la bouche, par l'anus. Ça peut être des scanners, les PET scans, les examens, en fait, pour savoir est-ce qu'il y en a ailleurs dans le corps. C'est ça la question du stade. Et le grade? Alors, le grade, justement, ça fait partie des signes d'agressivité que l'anapathe va nous dire. Donc, l'anapathe nous dit cancer, pas cancer. Mhm. Ensuite, il va nous dire le grade. Alors, le grade, c'est une question qui est très diverse. Par exemple, dans les mélanomes, on n'a pas de grade. Le D'accord. grade, par contre, on en a dans le sein. Donc, le grade, il y a des cancers où il n'y a pas de grade. Il y a des cancers où il y a 2 grades, haut grade, bas grade. Gynécologie, par exemple, c'est ce qu'on a. Et il y a des cancers où il y a 3 grades. Grade 1, 2, 3. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas de, le cas particulier des gliomes, où on va parler de 4 grades, mais c'est un mauvais terme pour expliquer ça. Mais voilà, c'est en agressivité. Par exemple, quand on a les 3 grades, le grade 1, la tumeur ressemble presque à de la glande normale. Elle se multiplie à peine, Mhm. alors qu'un grade 3, ça ressemble plus du tout à de la glande normale. On sent que la tumeur est en train de se multiplier à toute vitesse et qu'elle se faufile et qu'elle essaye de sortir de l'organe. Voilà les différences. Donc nous, on va faire plus facilement de la chimio pour des grades 3 et beaucoup moins pour des grades.
Et alors, du coup, on disait tout à l'heure que le stade est lié au risque de récidive, le grade, du coup, plus à l'agressivité. C'est Le grade aussi. le grade aussi, oui, finalement, c'est assez intriqué, ces deux façons de définir la tumeur. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit un moment rapidement, c'est-à-dire que on a besoin nous, oncologues médicaux, et même l'ensemble des oncologues, quand on discute de la prise en charge d'une patiente, d'un patient, on a besoin d'une part du diagnostic, qu'est-ce que c'est comme cancer, et ensuite des facteurs pronostiques, Mhm. c'est-à-dire évaluer un petit peu le risque de rechute pour ces patientes. Ça passe par le stade, donc l'extension de la maladie, mais ça passe aussi par l'agressivité de cette tumeur. Le grade, c'est l'un des signes d'agressivité, mais il y a d'autres signes d'agressivité. Il peut y avoir des signes d'activité. Alors, pour parler du sein, parce que même si faut pas se focaliser sur le cancer du sein, ça reste quand même un cancer fréquent, donc on a beaucoup de lexique autour de ça. Ça peut être, par exemple, là, dans ce cas-là, les récepteurs hormonaux ou l'HER2. Voilà. Ouais. Euh, peut nous donner une indication en plus du grade sur l'agressivité. Alors justement, Mais il y a plein d'autres marqueurs. voilà, alors ça tombe bien, vous anticipez ma prochaine question. C'est avec les nouveaux traitements enfin, et avec les nouvelles technologies, on arrive à justement mieux cartographier, caractériser la tumeur. On parle de biomarqueurs, souvent vous le disiez. Donc vous parliez d'HER2, des récepteurs aux hormones sexuelles pour les cancers hormonaux dépendants. Donc ça, on le voit aussi sur la biopsie. Ça vous permet donc c'est des indications aussi pour mieux choisir les traitements. Oui, oui, c'est ces marqueurs-là. Alors, on, on parle de beaucoup de choses. Il y a aussi, entre guillemets, avec mille guillemets, des effets de mode aussi, avec tout ce qu'on entend. Ça a été beaucoup d'effets de mode autour des marqueurs moléculaires ces dernières années. Là, ce qui arrive beaucoup depuis 2 ans comme effet de mode, dont on va beaucoup entendre parler, ça va être autour de l'IA. Euh, IA utilisé massivement pour ça, mais si on reste pragmatique, l'agressivité par le grade, Oui. certains marqueurs protéines, comme les récepteurs hormonaux, l'HER2, et d'autres marqueurs moléculaires qui peuvent être basés, par exemple, pour le sein, sur des profils d'expression. Donc, je vous disais tout à l'heure que les cellules ont leur livre de recettes et elles se basent là-dessus pour fabriquer justement leurs protéines. Ben, nous, on peut évaluer justement quelle quantité de protéines elles fabriquent de chacune des types pour voir, pour deviner un petit peu qu'est-ce qu'elles ont comme livre de recettes. Est-ce qu'elles ont un livre de recettes plutôt agressif ou pas agressif, qui vient compléter l'évaluation du pronostic. Alors, ça D'accord. existe pour le cancer du sein, ça existe pour certains autres cancers. C'est pas forcément le plus répandu. Ça rajoute un petit peu, mais il faut pas tout baser là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, il faut être très pragmatique et il faut rester un peu vieux jeu quand même, malgré tout. C'est le diagnostic, c'est l'œil de l'anapathe. Derrière, c'est les premiers examens pour voir les protéines, ce qu'on appelle, pour dire un terme que vous entendrez peut-être, l'immunohistochimie, IHC. On parle souvent de ça. Et derrière, des marqueurs moléculaires plus innovants, mais qui peuvent être très pertinents. Dans le cancer de l'ovaire aussi, on a des marqueurs moléculaires qui peuvent nous aider à choisir les traitements. Mais là, on sortira de la question du pronostic pour aller vers le prédictif. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors il y a Géraldine qui demande si le fait d'avoir des récepteurs hormonaux sur sa tumeur, c'est un signe d'agressivité. Alors, ça dépend du cancer. Il y a des cancers où ça n'a pas de valeur. Des cancers gynécologiques, par exemple, ce n'est pas utile pour nous. Euh, parce que c'est pas que dans les cancers du sein. Dans les cancers du sein, ça nous aide à classifier la tumeur en fonction de si ça exprime ou pas les récepteurs aux hormones. Si ça exprime les récepteurs hormonaux, on est plutôt dans la classe des cancers qu'on appelle luminaux. Plus, Mhm. voilà, pour dire très grossièrement, hein, plutôt dans cette classe-là. En tout cas, on n'est pas dans la classe des triples négatifs. Mais c'est pas ça qui résout complètement le problème. On a beaucoup entendu parler des triples négatifs ces dernières années, surtout parce qu'il y a eu des médicaments qui sont arrivés. Mais c'est pas parce qu'on a des récepteurs hormonaux que c'est tranquille, c'est résolu, ça va être un petit cancer tranquille. Il peut y avoir d'autres critères qui viennent s'ajouter à ça et qui, malgré tout, rendent le cancer agressif. Par contre, ça ouvre encore une porte. On revient encore sur le prédictif. Il y a la question pronostique qui était abordée par cette personne. Est-ce que c'est plus grave ou pas plus grave? C'est la question aussi prédictif. C'est-à-dire que ça nous prédit le bénéfice d'un traitement
Et en ce cas-là, ce serait une hormonothérapie. On ne va pas faire d'hormonothérapie s'il n'y a pas de récepteur hormonaux. Par contre, on va en faire s'il y en a. D'accord. Donc en fait, vous avez des indicateurs qui vous permettent de, donc, comme vous disiez, déterminer l'agressivité, s'il y a des risques de récidive, et il y a d'autres marqueurs qui vous permettent de plutôt orienter le choix du traitement, à quel traitement la tumeur va répondre ou pas. Exactement. Donc voilà, pour reprendre encore une fois les termes, vous voyez, Ouais. on rajoute des couches, on va de plus en plus loin dans la compréhension de comment on fait le diagnostic du cancer et comment on le prend en charge. Vous avez fait votre diagnostic avec la biopsie. Vous avez besoin, une fois que vous savez que c'est du cancer, donc ça relève de notre prise en charge, vous avez besoin ensuite de connaître le pronostic du cancer, qui va dépendre de l'examen du cancer en lui-même, même aussi maintenant des cellules qui l'entourent, donc ce qui est dans la biopsie. Ça va dépendre de l'évolution dans le corps, est-ce qu'il y a des métastases ailleurs, le stade. Ça va dépendre aussi du pronostic de l'état général du patient. Est-ce que c'est une patiente de 85 ans qui a des problèmes d'Alzheimer ou est-ce que c'est une jeune femme de 40 ans sportive? C'est pas la même chose en termes de pronostic et pour nous en termes de traitement. Donc tout ça, ça nous dit le pronostic. Ça nous dit, en gros, est-ce qu'il faut accélérer ou est-ce qu'il faut freiner? Est-ce qu'il faut intensifier ou désintensifier? Et une fois qu'on a dit qu'il faut intensifier, bah, on l'intensifie avec quoi? Et c'est là que viennent les facteurs prédictifs qui vont nous prédire quels sont les meilleurs traitements. Pour le sein, parce qu'il doit y avoir du monde qui connaît le cancer du sein, s'il y a des récepteurs hormonaux, ça nous permet d'avoir l'hormonothérapie. Mhm. S'il y a des récepteurs HER2, ça nous permet d'avoir des anti-HER2. Pour les patientes qui ont des cancers de l'ovaire, par exemple, sans aller trop dans le détail, mais pour celles qui écouteraient, s'il y a une signature qu'on dit HRD, un truc moléculaire, justement, ça va nous dire qu'il faut plutôt faire un inhibiteur de PARP. Donc, il y a des facteurs prédictifs. L'HER2, c'est pas que dans le sein aussi, ça peut être pour les cancers de l'estomac, par exemple. S'il y a des récepteurs HER2, un traitement pour l'anti-HER2. D'accord. Dans le cancer du poumon, on déborde de biomarqueurs prédictifs. C'est une complexité folle maintenant. Et pour être très, très simple, s'il y a des mutations EGFR qui touchent surtout les femmes, surtout non fumeuses ou peu fumeuses, eh bien là, on peut donner des traitements oraux anti-EGFR. Pas la peine de savoir à quoi ça sert, c'est assez logique. Si Mhm. une EGFR est activé, ben on bloque EGFR. Par contre, s'il n'est pas activé, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Alors, il y a Jennifer qui nous pose la question du KI67. Ouais. Le Et- K67, oui. Oui, du coup, qu'est-ce que ça donne quelle information, le KI67? Le K67, c'est un marqueur. Alors, est-ce qu'on l'utilise que dans le cancer du sein? Je vois pas d'autres comme ça à chaud, d'autres cancers. Mais c'est un marqueur, en fait, qui apparaît dans la cellule quand elle se multiplie. Et donc, pendant une certaine phase très particulière de multiplication. Et donc, quand on a un case 67, le case 67, c'est encore une fois l'anapathe. Mhm. Et c'est lui qui va faire un marquage, une IHC, maintenant que je vous ai expliqué le terme, IHC, une immunohistochimie, et qui ensuite va compter le nombre de cellules qui ont ce case 67 exprimé. Si le cancer se multiplie pas, le case 67 va être très faible. Il y aura très peu de cellules qui vont l'exprimer. Si le cancer se multiplie beaucoup, le case 67 va être élevé. Et donc, c'est un second moyen d'évaluer le nombre de multiplications qu'il y a dans la cellule. Ces multiplications, je vais utiliser le terme parce que c'est quelque chose que vous verrez dans vos comptes rendus, c'est ce qu'on appelle les mitoses. Ouais. Et donc, en fait, nous, pour savoir si ça se multiplie ou pas, on regarde d'abord les anapathes, regarde d'abord le cancer et regarde si les cellules sont toutes tranquilles, normales, avec un noyau, ou s'il y en a qui sont en train de justement de dédoubler, qui ont déjà fabriqué deux noyaux et qui sont en train de s'étirer, des mitoses. On voit même qu'elles sont en train de le fabriquer, le deuxième noyau pour certaines. Et si on voit plein de ces cellules en train de fabriquer un deuxième noyau et en train de tirer, d'une part, c'est le cancer va être agressif, et d'autre part, nous, en tant qu'oncologue, on sait quel genre de chimiothérapie vont être efficaces pour bloquer ça. Le case 67 est arrivé globalement il y a une quinzaine d'années pour donner une nouvelle façon de mesurer. Parce que de mesurer à l'œil comme ça, il peut y avoir des subjectivités. Quand on rajoute le case 67, on a une estimation un peu plus fine. C'est pas parfait. Il y a plein de façons de le critiquer, le case 67, mais ça donne une couche supplémentaire. D'accord. Donc, vous avez tout un tas d'informations finalement pour poser votre diagnostic, choisir le protocole de soins. C'est Voilà.
J'imagine que c'est extrêmement Le profond. caisson de tête, je suis en train d'y penser, on peut l'utiliser dans d'autres cancers, mais il n'a pas autant d'importance que l'on a pour le cancer du sein. Alors, juste rapidement, puisque vous parliez donc, du fait que la biopsie, ça suffit pas pour établir le diagnostic, etc. Vous parliez de PET scan, et c'est vrai il y a comme ça énormément d'examens médicaux, le PET scan, l'IRM, le scanner, l'échographie. Ouais. Chacun a sa spécificité, j'imagine. Oui, oui, et ça c'est une question importante parce qu'effectivement, les patients sont perdus là-dedans. Et ce d'autant qu'il peut y avoir des différences de pratique entre centres et D'accord. parfois même au sein d'un même centre entre médecins. Donc, ça rajoute de la confusion. Parce que quand on discute après dans une association, tu as eu un PET scan, moi, j'ai pas eu de PET scan, est-ce que c'est normal? Mm, Donc, pour reprendre les termes, on l'utilise pas pour le diagnostic, on l'utilise pour le pronostic. d'accord. Donc, il y a le diagnostic, c'est la biopsie ou la petite chirurgie. Il y a le pronostic, c'est d'évaluer globalement l'agressivité locale et à distance, et le prédictif, pour savoir quel traitement on va utiliser. Et donc, quels examens on utilise? Eh ben, en fait, ça dépend de la question qu'on pose. Il y a les examens pour évaluer, et en fait, on va évaluer l'extension, c'est le terme qu'on utilise, donc la diffusion du cancer, si vous voulez. On va évaluer l'extension locale. Je suis plein de gestes avec les mains, mais en fait, ça compte trop pas. On va évaluer l'extension locale du cancer, l'extension régionale et l'extension à distance. Pour reprendre le cancer du sein, parce que malgré tout, l'extension locale, ça va être justement dans le sein où il se trouve, quelle taille il fait, est-ce qu'il va toucher le muscle, le pectoral. L'extension régionale, ça va être est-ce qu'il touche les ganglions et les ganglions axillaires en particulier, sous l'aisselle. L'extension à distance, c'est est-ce qu'il y en a au niveau osseux, au niveau pulmonaire, au niveau ganglionnaire ailleurs, dans le foie ou ailleurs. Et donc, en fonction des questions qu'on pose, on utilise un examen approprié. L'extension locale, donc dans le sein, les meilleurs examens, c'est ce qui va définir au mieux localement toute petite extension. L'échographie, c'est un bon examen, puisque l'échographie, vous êtes réveillé, le médecin est à côté de vous, le radiologue, il pose une sonde d'échographie, c'est-à-dire un petit appareil qui est divers, hein. Il est tout petit, tout fin pour la thyroïde, il est plus gros pour le ventre, et ça va envoyer des ondes et ça va voir précisément la tumeur. Par contre, le cône de ces ultrasons visibles, il n'est pas gros, il est quelque chose comme ça. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas voir le corps entier. Si vous voulez voir le corps entier à l'échographie, vous allez devoir passer la sonde partout et vous pourrez voir que ça à chaque fois et en profondeur à peu près la même distance. Donc, vous ne pouvez pas voir les organes profonds. Un autre examen qui est très bon pour l'examen, pour l'extension locale, c'est l'IRM. L'IRM est un excellent examen local, voire régional, mais pas à distance. Il ne voit pas le corps entier, l'IRM. Non. L'IRM, vous êtes toujours éveillé, mais vous êtes aussi dans un tube qui est en fait un énorme aimant, extrêmement puissant, euh, dans lequel vous êtes serré, c'est ça la grosse machine, serré, c'est réfrigéré et tout ça. Cet aimant lui-même ne sert à rien, en fait, c'est pas ça qui fait les images. On va poser une antenne sur vous, ou dans vous parfois, quand on a des examens pelviens dans le rectum ou dans le vagin. On va poser une antenne, et c'est ces antennes-là qui vont envoyer des ondes et qui vont permettre de voir. Par contre, ces antennes-là, elles voient quelque chose comme ça à peu près. Elles voient un carré, elles voient extrêmement précisément, au millimètre près, mais elles Et- voient que ça. Et dès qu'on s'enfonce un petit peu plus profondément, elles voient plus. Donc c'est un excellent examen pour les seins, ouais. excellent examen pour les ganglions Mhm. axillaires. Par contre, si vous allez plus profond et que vous voulez voir les poumons avec, vous pouvez pas. Si vous voulez voir l'ensemble du corps, il faut faire un examen qui va durer longtemps, 2 heures à peu près, où vous allez passer votre temps à changer d'antenne. Vous faites l'examen, vous faites une antenne, puis changez une antenne, puis changez une antenne. Donc, c'est pas un bon examen pour le à distance. À distance, il y a deux examens de prédilection, deux, trois examens de prédilection. Le scanner. Le Mhm. scanner, c'est vraiment un examen tellement facile, tellement simple à obtenir, tellement robuste qu'il reste quand même malgré tout quelque chose de très solide. Là, par contre, pour le scanner, vous êtes sur une table. Le rond, le cercle dans lequel vous êtes va être beaucoup moins imposant. Il est beaucoup plus resserré, plus large en plus aussi, pour passer à l'intérieur. Et l'examen ne dure pas 20 ou 30 minutes, contrairement à une IRM, il dure 2 minutes. C'est-à-dire que maintenant, avec les techniques, la table rentre dans l'examen et ça dure quelques secondes. Le temps est de brosser le corps entier de la tête aux pieds. Il peut voir de la tête aux pieds en quelques secondes, en quelques minutes, sans faire tout l'examen. Par contre, il n'est pas très fin
au millimètre près D'accord. et il n'est pas très fin quand on est dans un tissu mou. Donc, typiquement dans le foie, le tissu est mou, il a du mal à distinguer exactement la métastase de ce qui n'est pas la métastase. Pour finir, la famille des scintigraphies pour les examens à distance. Une scintigraphie, on injecte un produit dans le sang, qui est un produit radioactif, qui va aller se fixer sur un type de cellules. En fonction du produit que vous injectez, ça sera une scintigraphie différente. Scintigraphie au technétium, par exemple, pour voir les os et voir s'il y a des métastases au niveau des os dans le corps entier. Scintigraphie au sucre Oui, radioactif, c'est ce qu'on appelle un PET scan. Et là, ça voit dans le corps entier tout ce qui consomme du sucre. Le cerveau, le cœur c'est et vrai. certains types de cancers qui vont consommer beaucoup de sucre et qui vont à ce moment-là être visibles. Pourquoi on ne fait pas des PET scans à tout le monde, qui a l'air d'être l'examen qui est le plus recommandé? C'est parce qu'il y a des cancers qui ne consomment pas de sucre. Donc ça peut D'accord. biaiser. Au contraire, on peut penser que, et on peut être faussement rassuré. Mhm, mhm. À l'inverse, on peut être faussement inquiet parce que ça prend un peu de sucre au niveau de la thyroïde ou de l'intestin et on part sur des examens qui ne servent à rien. Donc le PET scan n'est pas toujours l'élément idéal, Ok, très bien. un peu loin. Non, non, mais c'est très intéressant. On a parlé brièvement des métastases. Donc, du coup, quand le cancer sort de la tumeur où il était originellement. Donc, c'est ça la définition d'un cancer métastatique. Puisqu'on parlait de ganglion tout à l'heure, donc ça veut dire que la cellule cancéreuse est sortie du tissu. Pour autant, on ne parle pas encore de cancer métastatique quand il y a juste les ganglions qui sont touchés, ou si? Et voilà une bonne question encore. En fait, ce qu'on comprend maintenant, je regardais par où aborder la question. Oui. Ce qu'on comprend maintenant en recherche, c'est que les cellules sortent de l'organe très tôt, très tôt. Dès que le cancer commence à se développer, on envoie déjà des cellules dans le sang. Sauf que le corps sait bien se défendre, les cellules meurent dans le sang, ou alors dès qu'elles essaient de mettre un endroit, elles sont détruites. Donc les métastases ne s'installent pas. Cancer métastatique, on en parle à coup sûr, tout le monde en parle à coup sûr, quand on a des tumeurs visibles dans d'autres organes, dans le sein, dans le poumon, dans les os, par exemple. Pour que ce soit visible, rappelez-vous d'un chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 1 centimètre de cancer, c'est 1 milliard de cellules. Donc, s'il y a une cellule qui s'est installée, on la voit pas du tout. Mhm. Si elle s'est déjà multipliée et qu'il y en a 100, 1000 ou 10 000, on la voit toujours pas. Il faut que ça fasse 1 milliard, pour que ça soit visible, 1 centimètre. Donc là, tout le monde parle de métastases quand ça sort comme ça. Les ganglions, stricto sensu, ce sont déjà des métastases. Et donc, D'accord. nous, on les appelle métastases ganglionnaires. D'accord. Maintenant, c'est un terme, le terme métastase, on va l'utiliser, nous, dans nos dossiers médicaux et entre nous. C'est pas le genre de terme qu'on va utiliser pour les patientes parce qu'effectivement, il y a tout un vécu psychologique autour du terme métastase. Et que s'il y a une dame ou un monsieur qui a un cancer du côlon avec des ganglions ou un mélanome avec des ganglions, si on parle de métastase, ils vont être affolés. Ouais. Mais stricto sensu, ce sont déjà des métastases. D'accord. Très bien. J'en profite pour poser la question d'Amélie. Vous disiez que pour que le cancer soit visible, il faut qu'il atteigne 1 milliard de cellules. Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend? Enfin, la question d'Amélie, c'était est-ce qu'on a des moyens de savoir quand le cancer a débuté? Parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Souvent, les personnes font le lien avec un choc qu'elles ont vécu, un divorce ou des choses comme ça. C'est difficile de savoir précisément quand il a commencé. En fait, ça va être quasiment impossible parce que il y a plusieurs questions à se poser. Il y a quand est-ce que le cancer a commencé à, quand est-ce que le cancer est apparu? Alors, sur cette question un peu basique qui peut sembler évidente, on n'a pas d'informations, c'est difficile de savoir. Ce qu'on peut avoir comme idée, c'est en fonction justement de l'agressivité. Si on regarde le Ki-67, les mitoses, s'il y a beaucoup de mitoses et que ça se multiplie vite, comme un cancer de l'ovaire ou un cancer triple négatif, ça peut se développer en quelques mois. Par exemple, pour se donner une idée, les mammographies qu'on fait tous les 2 ans dépistent très bien les cancers luminaux qui se développent relativement lentement et difficilement les cancers du sein triple négatif les plus agressifs. D'où le fait de rester attentive si on a une masse dans le sein entre deux mammographies. C'est pas forcément ce qu'on avait d'ailleurs un mot était rassurante qu'il faut être complètement rassuré.
Mais pareil, on a des travaux qui nous montrent que le cancer est probablement là déjà largement avant qu'on puisse le détecter et se développe lentement. La question qui est sous-jacente, c'est effectivement la question de savoir si ça peut être un choc qui l'a provoqué. En fait, pour devenir cellule cancéreuse, la cellule doit pas avoir muté, changé une seule lettre de son livre de recettes. En fait, le 4E qui devient 40E, ça suffit pas. Il Mhm. faut en accumuler plusieurs. Qu'on dit grossièrement au doigt mouillé, c'est qu'il en faut 5 ou 6 de ces mutations majeures pour devenir un cancer. Et donc ça prend des années, des dizaines d'années vraiment pour s'installer. Donc le cancer, c'est la résultante de différents événements qui se sont accumulés durant toute la vie. C'est un exemple. Les coups de soleil dans l'enfance Mhm. sont un facteur de risque majeur de mélanome à l'âge adulte. C'est la cause directe du cancer qui est l'exposition n'est pas quelques mois avant que le cancer soit visible. Donc c'est pour ça que le choc psychologique, si jamais il y avait un rôle d'un choc psychologique dans le développement des cancers, on peut poser l'hypothèse, il faut être scientifique, on pose l'hypothèse, on ne refute pas d'emblée, eh bien les conséquences ne se verraient que des dizaines d'années plus tard. Et donc comment le savoir, puisqu'on a tous vécu des chocs psychologiques, et comment savoir ce qui est en cause ou pas. Pour finir sur cette question-là, parce que c'est souvent lié effectivement ces deux questions, quand on interroge les gens, effectivement, les gens qui ont un diagnostic de cancer, très souvent disent, dans l'année, j'ai eu un choc psychologique. Mais si on interroge des kidam, des personnes qui n'ont pas de cancer, est-ce qu'il y a un choc psychologique dans l'année qu'elles cherchent, elles en trouvent Mhm. aussi. Donc, non, par contre, il peut y avoir des événements qui fait que justement, si on a un choc psychologique parce qu'un de nos proches a eu un cancer, on est peut-être plus alerte et on a peut-être tendance à se poser plus de questions quand on parle de quelque chose. Ça peut être là que ça déclenche un diagnostic, par exemple. C'est plus indirect. On va peut-être rentrer maintenant dans les traitements, puisque le temps passe. Oui, Euh, désolé. non, 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 mais c'était très intéressant. Donc, on connaît les principaux traitements du cancer, hein, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. On avait une question d'ailleurs de Véronique qui demandait pourquoi parfois la chimiothérapie, elle se fait avant la chirurgie ou des fois après. C'est ce qu'on appelle ce dont vous parliez tout à l'heure, là, les traitements adjuvants, néo-adjuvants. Ça se Ouais. décide. Alors, si vous permettez, je suis juste un tout petit Bien sûr. aparté avant pour expliquer le traitement du cancer. Ce qu'il faut comprendre schématiquement, donc le cancer, c'est cette prolifération. Encore une fois, 1 milliard pour 1 cm3, et après, vous multipliez, ça peut aller très vite, le nombre de cellules. Nous, par exemple, nos chimiothérapies, on a dans des cancers où les chimiothérapies marchent très bien. Elles tuent 90%, 95, 99% des cellules. C'est bien de tuer 99% des cellules. Sauf que quand on tue 99%, on laisse 1%. Donc, quand on a 1 milliard de cellules, on en laisse 10 millions. Et 10 millions qui sont chimio-résistantes, puisqu'elles sont toujours là. Et donc, si jamais ces 10 millions regrossissent, eh bien, nous, quand on va refaire de la chimio, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand il y a un cancer qui est en place, faire de la chimio, dire c'est bon, ça a disparu, la patiente est contente, le médecin est content, et voilà, c'est réglé. Non, parce que les cellules qui restent vont se remultiplier. Alors, comment on traite? Le point central, le pivot de la prise en charge d'un cancer, globalement, dans la majorité des cas, pour faire des généralités, c'est ce qu'on appelle en anglais le debulking, c'est-à-dire retirer la masse. Il faut retirer tout ce qui est visible. La plupart du temps, c'est le chirurgien qui va retirer le cancer et même un petit peu autour pour les choses qu'il ne verrait pas lui, mais qui sont toujours là, il retire. Mais parfois, c'est le radiothérapeute qui va traiter lui-même, par exemple. Donc, c'est le debulking. Et quand il a débulqué, quand il a retiré sa tumeur, il a opéré le sein, il a retiré la tumeur, il ne faut pas s'arrêter là non plus. Il ne faut pas dire à la patiente, voilà, c'est réglé, il n'y a plus rien. Parce qu'il peut rester des cellules invisibles, parce qu'elles font moins de ce milliard de cellules, elles font moins de 10 000 ou 100 000 cellules. Et c'est ces cellules-là que nous, ensuite, on va traiter avec de la radiothérapie. Si, par exemple, pour le cancer du sein, on sait qu'elles vont être autour du sein, donc on va traiter le sein en entier pour traiter ça. Avec, pourquoi pas, de l'hormonothérapie, si on sait qu'elles ont des récepteurs aux hormones. Avec, pourquoi pas, de la chimiothérapie, si on sait qu'elles se multiplient vite et que la chimio va donc être efficace sur elles. Donc, le chirurgien ou le radiothérapeute font ce fameux debulking, se débarrassent de tout ce qui est visible
Et c'est là où les patients ont parfois du mal à comprendre. On a tout retiré, tout ce qui était visible. Pourquoi est-ce que vous voulez me faire un traitement en plus? Eh bien, ce traitement en plus il va venir aider. C'est un adjuvant. Il vient aider, il vient retirer les cellules qui restent. Comment on sait qu'il en reste? Parce que c'est souvent ça la question. Comment vous savez qu'il en reste? Parce que j'ai mes facteurs pronostiques qui me disent que dans ce genre de cas-là, si je fais rien, je Ouais. sais que ça va rechuter. Donc, croyez-moi, il y a une forte probabilité qu'il en reste chez vous, mais avec mon traitement, je vais travailler sur moins de cellules grâce au chirurgien et on va avoir une chance de vous débarrasser de cela. Ça, c'est le traitement adjuvant. Mhm. Maintenant, pour revenir directement à la question, parfois, on fait le traitement avant. Il y a deux catégories de raisons pour lesquelles on fait ce traitement avant. Les stratégies qu'on appelle néoadjuvantes et les stratégies qu'on appelle chimiothérapie première. Je vais être un peu subtil justement pour vous. Donc là, je vous mets un bon niveau de connaissance, mais qui est intéressant parce que ça vous fait comprendre la stratégie thérapeutique. Et vous allez voir, vous allez même pouvoir un peu challenger votre oncologue là-dessus. Un néoadjuvant, c'est extrêmement simple. C'est un adjuvant qu'on met avant. C'est-à-dire, nous, on est dans nos fameuses RCP. Alors, les RCP, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, c'est réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est obligatoire depuis une vingtaine d'années. Quand on prend en charge une patiente, on doit décider entre nous à plusieurs spécialités, le chirurgien, la napathe, l'oncologue médical, le radiothérapeute, on doit décider comment on va prendre en charge la patiente. Si le chirurgien me dit, moi, je vais faire la chirurgie, et derrière, clairement, vu ce qu'on a déjà à la biopsie, on va avoir besoin d'une chimiothérapie adjuvante. Là, je peux lui proposer un néo-adjuvant, c'est-à-dire, bah, ma chimio, au lieu de la faire après, je la fais avant. Quel bénéfice? En premier lieu, la préservation de l'organe. Au lieu de faire une mastectomie totale, on fait à ce moment-là une mastectomie partielle parce que la chimiothérapie aura diminué la taille. Réduire la taille Au de lieu l'os. d'enlever, voilà, au lieu d'enlever tout le larynx, on va pouvoir limiter et faire une chirurgie partielle et conserver la voix, préserver l'organe. Le rectum, pareil. On a plein d'exemples comme ça. La vessie, plein d'autres choses. Deuxième utilité de cette chimio néoadjuvante, c'est-à-dire que dans tous les cas, je fais la chimio, mais je vais la faire avant. Mhm. C'est parce que comme ça me donnait des indications sur est-ce que la tumeur a été particulièrement sensible à cette chimiothérapie-là. Si on nettoie quasiment tout avec la chimio et derrière la chirurgie est très facile, pas besoin de faire quelque chose derrière. On va faire un petit truc léger. Par contre, si on voit que la chimio n'a pas marché, que la tumeur est toujours aussi grosse, on va quand même opérer, mais derrière, il va falloir qu'on intensifie. Le bon exemple là, c'est les ostéosarcomes, une forme rare de sarcome de l'os. On peut opérer très souvent, et ben on va quand même faire de la chimiothérapie avant, et ça va nous dire derrière, est-ce qu'on fait une chimiothérapie simple ou une chimiothérapie plus lourde, en fonction de ça. Donc ça, c'est la stratégie néoadjuvante, la pure stratégie néoadjuvante, le vrai terme, c'est ça le vrai terme. La stratégie de chimiothérapie première, c'est un peu différent. C'est une patiente pour laquelle le chirurgien me dit, je ne sais pas si un jour je pourrai l'opérer. Et D'accord. c'est là où l'oncologue médical intervient en disant, bah, moi, je vais tenter de diminuer et on verra. Mhm. Si ça diminue bien, on pourra opérer. Si ça diminue pas bien, on pourra pas opérer. L'exemple, c'est le cancer de l'ovaire, par exemple. Souvent, le chirurgien dit pas opérer. Bah, nous, on tente de faire ça avant. Le cancer du sein, localement avancé, avec une atteinte de la peau, des plaies, par exemple. Là, le chirurgien, il va pas opérer. Ça va être à nous de travailler en premier. Donc, on est en chimio première parce que je suis pas sûr qu'il y aura une chirurgie derrière. Donc, on va pas dire néoadjuvant parce qu'il n'y a pas de chirurgie. D'accord, oui, c'était très très clair. Merci pour cette précision. C'est la première fois que personnellement j'entendais la distinction. Alors là, on a parlé des principaux traitements hein, qui sont finalement pas très spécifiques, en tout cas pour la chimiothérapie. Maintenant, il y a des nouveaux traitements comme les thérapies ciblées et les immunothérapies. Alors comment ils fonctionnent ces traitements-là? Simplement, c'est simple. Les immunothérapies, le but, c'est pas s'attaquer au cancer, c'est d'aller stimuler vos propres défenses contre le cancer. En fait, parmi les nombreux mécanismes du cancer pour se défendre, il a tout un arsenal, euh, soit de moyens de tuer les cellules immunitaires qui est tout autour, ou de les inactiver, soit de se cacher d'elles, de ne présenter aucune carte d'identité, entre guillemets, à sa surface pour se cacher d'elles. Donc nous, on peut travailler sur ces fameux signaux qui bloquent les cellules immunitaires. Donc ça, c'est les immunothérapies les plus classiques. C'est La les nouvelle génération, fameux PD1, PDL1, c'est parce qu'on entend souvent ça aussi, PD1. exactement. PD1, PDL1, vous entendez beaucoup parler du pembrolizumab, nivolumab, durvalumab, dostarlimab, tout ce qui s'ensuit. Ok.
La nouvelle génération, pour être grossier, d'immunothérapie, c'est pas quelque chose comme ça qu'on peut donner à tout le monde et qui bloque. C'est vraiment d'aller faire des vaccins thérapeutiques ou d'aller modifier les cellules immunitaires pour les renforcer. Mais ça, c'est plus à la... Les thérapies ciblées, c'est très important à comprendre. Les thérapies ciblées, c'est que on connaît suffisamment bien la biologie du cancer pour savoir qu'elle dépend très fortement d'une cible et on va venir bloquer cette cible. Je vous ai cité EGFR dans le cancer du poumon. Certains cancers dépendent beaucoup de GFR. Vous bloquez ça, la cellule meurt parce qu'elle ne supporte pas. Donc, vous bloquez ça avec des petites thérapies que vous donnez par voie orale. C'est ça le plus souvent. Ou, c'est un autre moyen d'exploiter ça, c'est de dire, je connais ce cancer, je sais qu'il a tendance à présenter de l'HER2. Pour les cancers, on dit HER2 low. Il présente un peu d'HER2, mais il n'en a pas besoin. Et ben, je vais quand même profiter pour renvoyer un anticorps que j'ai fabriqué qui sait très très bien reconnaître l'HER2, qui est spécifique de ces cancers, et pour aller détruire tout ce qui ressemble à l'HER2. Donc il utilise cet HER2 comme une cible. Là, par contre. Ça peut être par la bouche, ça peut être par voie veineuse, les thérapies ciblées. D'accord. Du coup, il y avait un œil qui nous demande pourquoi après une chimio, une radiothérapie et une chirurgie, on utilise ce type de traitement pour être sûr de ne pas avoir des cellules. Alors, ça dépend de la stratégie, ça dépend donc du cancer. Les thérapies ciblées, on va les utiliser dans différents moyens. Soit on les ajoute à la chimiothérapie pour augmenter l'effet, typiquement les anti-HER2. Soit on les rajoute à la fin d'un traitement, par exemple ce qu'on appelle les maintenances, les anti-PARP, les anti-EGFR, par exemple. On les utilise en maintenance. Donc ça rentre dans la stratégie thérapeutique, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Donc, et pour revenir à la question, on va les utiliser dans notre, j'appelle le terme arsenal thérapeutique, dans l'ensemble de toutes les options que l'on a. Ça va venir permettre d'intensifier le traitement. Donc, on va les utiliser si on pense que le pronostic nous dit qu'il peut y avoir des risques de rechute et donc il faut donner un traitement pour intensifier. Et si la prédiction est là, c'est-à-dire est-ce que la cible est là? Est-ce qu'il y a de la l'HER2? Est-ce qu'il y a une mutation GFR? Donc voilà, c'est-à-dire qu'on pense qu'il peut y avoir une rechute et ça permet de réduire ce risque. Alors, et on a beaucoup de femmes qui sont sous hormonothérapie. L'hormonothérapie, elle rentre dans quelle classe de traitement? C'est encore à part? Ça peut être soit une classification à part. L'hormonothérapie, si c'était découvert aujourd'hui, on l'appellerait ça une thérapie ciblée, parce qu'en fait, ça va venir cibler le récepteur hormonal. On a des thérapies ciblées contre le récepteur oestrogène, contre le récepteur progestérone, contre le récepteur androgène pour les hommes avec cancer de la prostate. Donc voilà, c'est pas thérapie ciblée parce que ça existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est une catégorie à part, mais en vrai, ça pourrait être une thérapie ciblée. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser ou que le terme laisse penser, l'hormonothérapie, c'est pas une thérapie à base d'hormones, hein, on est bien d'accord. L'hormonothérapie, dans ce cas-là, oui, c'est une thérapie qui vient remplacer, c'est souvent des fausses hormones. Oui. Souvent, c'est des fausses hormones ou c'est des choses qui viennent bloquer la fabrication de ces hormones. Très bien, je regarde les dernières questions. Oui, on a beaucoup parlé de récidives. Est-ce qu'il y a des examens qui permettent justement de les anticiper? On peut peut-être aussi parler de la biopsie liquide. On en est où à ce niveau-là? Alors, comme examen qui peut permettre de diagnostiquer cela, il y a effectivement la biopsie liquide. La biopsie liquide, c'est une prise de sang simplement. C'est-à-dire que vous avez eu le cancer, on l'a analysé en profondeur, on connaît ses mutations, donc ces changements dans le livre de recettes, et on va pouvoir regarder dans le sang si on retrouve ces mutations. Si on retrouve des mutations apparaître, c'est que le cancer, quelque part dans le corps, est en train de se reproduire, est en train de se multiplier, il est en train de revenir quelque part. Ça, c'est effectivement l'avenir. Ça fait quelques années qu'on travaille dessus et qu'on a des moyens de détecter cela dans plein d'essais cliniques. Ça démontre la faisabilité de ces techniques-là. On peut C'est aussi faire des examens. c'est pas encore utilisé en routine, la biopsie liquide. C'est pas encore utilisé en routine. Mm. Pour diagnostiquer la rechute, c'est pas encore utilisé en routine. C'est utilisé dans certains cas pour le cancer du poumon, par exemple, pour trouver la mutation EGFR, pour nous aider à traiter, mais si on le fait une fois, on le fait pas en routine pour chercher la rechute. Ce qu'on fait beaucoup plus facilement en routine dans le sang, c'est les marqueurs, on dit marqueurs sériques, c'est des protéines qu'on détecte, le CA125 que connaissent très bien les femmes qui ont des cancers de l'ovaire, ou le PSA, que connaissent parfaitement bien les hommes qui ont des cancers de la prostate et qui font des graphiques même de PSA. D'autres qui sont un peu moins fiables, le 5-15-3, la CE, par exemple, qui peuvent être utilisés. Les examens, sinon.
peuvent être utilisées. On ne fait plus tellement d'échographie de radio, on fait plutôt des scanners maintenant de dépistage, de recherche de rechute, parfois des IRM. Mais on a, pareil, tous ces examens-là. Il y a un point quand même que j'aurais souligné, qui est un point qu'il faut tout de même révéler aux patientes, parce qu'il y a beaucoup d'affolement autour de ça, elles veulent beaucoup diagnostiquer la rechute, c'est que il y a, c'est rare les cas en oncologie où on a pu démontrer que de diagnostiquer précocement une rechute servait à quelque chose. D'accord. C'est difficile à entendre, dans les deux sens du terme entendre, à comprendre et à entendre quand on est patiente. C'est que quand le cancer a rechuté, quand le cancer fait des métastases, l'enjeu devient, pour l'oncologue, que le patient vive le plus longtemps possible et le mieux possible. Il est plus dans, entre guillemets, la guérison. D'accord. Il est dans le fait de vivre le plus longtemps et le mieux possible. Et il n'y a pas beaucoup de situations où le fait de diagnostiquer une métastase quand elle fait quelques millimètres, c'est mieux que de la diagnostiquer quand elle fait quelques centimètres. Ok. Et finalement même, pour citer l'exemple du cancer de l'ovaire il y a une quinzaine d'années, les choses évoluent, c'est beaucoup plus compliqué, il faudrait faire tout un webinaire là-dessus. Mais en tout cas, il y a une quinzaine d'années, c'est un bon exemple. Il y a eu un essai clinique fait en Angleterre où ils ont fait ce CA125, ce marqueur, et quand le résultat était caché au médecin et à la patiente, et quand il augmentait, tirage au sort. On prévient le médecin tout de suite, on ne prévient pas le médecin tout de suite. Donc, l'intérêt du dépistage. Ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, on n'améliorait pas l'espérance de vie des patientes. Elles vivaient pas plus longtemps. Par contre, le médecin déclenchait tout de suite un traitement et déclenchait tout de suite de l'anxiété, ça se revoyait très bien dans les questionnaires, et des effets secondaires. Et si on attendait que la patiente ait des symptômes, on perdait 6 mois, entre guillemets, mais finalement, c'était 6 mois où elle avait une meilleure qualité de vie que pendant la chimie. D'accord. Donc, c'est pas toujours évident. Il faut faire des essais cliniques pour prouver qu'il y a un intérêt. Donc, il faut pas forcément exiger de votre oncologue qu'il vous fasse des scanners tous les 6 mois, parce que c'est pas toujours bon dans toutes les situations. Mhm. Alors, on a beaucoup de questions sur du coup les rechutes. Alors, une rechute n'est pas forcément sous forme métastatique. Ça peut être localement aussi. D'accord. C'est soit local, soit métastase. Et il peut y avoir, on distingue aussi une récidive, c'est quand le même cancer revient. Par contre, on peut avoir un second cancer qui n'est pas lié au premier cancer. Ça, on arrive Tout à fait. à faire la distinction entre les deux cas de figure. Oui, plutôt bien, ouais. Et alors, du coup, comme on parlait des cancers métastatiques, on a parlé du fait que, pour le moment, en tout cas en l'état actuel de la recherche, on ne guérit pas des cancers métastatiques, ou alors détrompez-moi. Du coup, Audrey posait la question de la rémission possible quand on a des métastases. Du coup, là, on a deux termes, il y a rémission et guérison. Quand on a un cancer métastatique, on peut être en phase de rémission. Alors, quand on a un cancer métastatique, donc c'est sorti de l'organe, on a des phases de rémission, c'est-à-dire le cancer diminue, voire pourquoi pas même disparaît, mais il restera toujours là. Donc, on peut être en rémission partielle ou même en rémission complète et on n'a plus du tout de signe de cancer. Mais le cancer reste là et là, par contre, on sait qu'il a déjà rechuté. Donc là, par contre, on va surveiller par des scanners ou des IRM très régulièrement parce qu'on sait qu'il va revenir. La guérison, le terme est compliqué à gérer, même parce que ça n'a pas du tout la même vision entre le médecin et le patient, et même entre deux individus différents. Mais en gros, la guérison, c'est de se dire que le cancer ne reviendra plus jamais. Et alors donc, pour tel métastatique, dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de guérison. Après, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est qu'il y a toujours des cas qui nous font mentir. On a des patients qui ont pu guérir et on le voit surtout depuis une dizaine d'années avec de l'immunothérapie dans certains cancers, des mélanomes par exemple. On pensait qu'il y avait des mélanomes métastatiques qui ne pouvaient pas guérir. Finalement, il y a des patients qui ont guéri de leur mélanome métastatique avec certaines immunothérapies. Donc voilà, c'est une généralité, c'est pas vrai forcément pour tout le monde, mais c'est plutôt dans ce genre d'ambiance-là que l'on est nous pour la stratégie thérapeutique. Ouais. C'est Noémie qui posait la question du coup sur le fait de vivre, enfin, avoir un cancer métastatique, ça veut dire apprendre à vivre avec un cancer finalement toute sa vie. On est dans plutôt dans cette optique-là, comme vous C'est disiez. ça. C'est ça, et c'est une bonne occasion pour poser les choses à plat avec votre oncologue, pour se vous dire quels sont vos objectifs de vie.
parce que lui, il connaît pas forcément. Lui, il a son arsenal thérapeutique, il sait les différents traitements qu'il peut utiliser, mais il faut que vous puissiez le guider un petit peu aussi. Donc, vous, ce qui est important, c'est le travail, c'est la qualité de vie. Vous, ce qui est important, c'est de pouvoir être libre pendant l'été, par exemple, et bien en amont, comme ça, on va pouvoir peut-être intensifier les traitements en début d'année et les soulager l'été. C'est de vivre avec, effectivement, le cancer, avec les traitements aussi. C'est pour ça que nous aussi, on va être moins intensifs sur le traitement pour préserver la qualité de vie. Alors, je vous invite encore une fois à consulter notre site internet. J'avais écrit un article donc plutôt psycho sur l'urgence de vivre des personnes touchées par un cancer métastatique et justement elles expliquaient très bien que bah, c'est pas comme leur enfin, en tout cas quand elles étaient pas métastatiques d'emblée que c'était leur premier cancer, c'était différent. On mettait elles Ouais. mettaient l'accent sur les traitements et quand elles ont eu un cancer métastatique. Là, il y avait un vrai échange avec l'oncologue pour bah, justement mettre en avant leur qualité de vie, peut-être comme vous disiez, retarder des traitements. Donc c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là et cette information-là, puisque les patientes se permettent pas forcément de remettre en cause les traitements qu'on leur propose. Donc il y a quand même une marge de manœuvre quand on a un cancer métastatique pour permettre, comme vous le dites, aux personnes de mieux vivre avec la maladie. Oui, et il faut pas hésiter à le dire à l'oncologue. Parfois, les oncologues, moi le premier, sont débordés en consultation, ils enchaînent les consultations. Il faut pas hésiter à faire stop. En fait, moi, dans 6 mois, il va y avoir ça. J'aurais bien m'absenter pendant 2 mois. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ou pas? Est-ce qu'on prépare les choses en amont? Et justement, à dire un peu qu'est-ce que sont les besoins. Surtout quand on change de ligne de traitement. Quand on arrête un traitement pour en enchaîner un autre, est-ce que vous voulez enchaîner tout de suite? Vous avez le droit de dire aussi stop à votre oncologue. Écoutez, je voudrais avoir un mois de pause, 2 mois de pause, pouvoir souffler un petit peu, avoir d'autres traitements. Très bien. Bah, on est arrivé au bout de notre heure, on a même un peu dépassé. Je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant dans votre esprit. On va de toute façon transposer également ce webinaire sous forme d'article, comme ça vous pourrez le relire à tête reposée. On aime bien faire des formats, c'est quoi la différence entre, justement pour reposer un peu les choses de façon plus claire et votre webinaire va nous y aider. Merci encore, Docteur Rodriguez, c'était extrêmement clair. Euh, et bah, Merci à vous pour l'invitation. Merci Merci beaucoup pour beaucoup. l'invitation et bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.